François de Rugy est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais évacuer l'affaire Benalla tout de suite, parce que c'est un sparadrap, ce Benalla, qui colle à la peau du gouvernement, du président de la République, de l'Élysée. On en parle sans cesse. Non, c'est pas. Vous n'en avez pas assez de cette affaire Benalla. Moi, j'en ai assez de l'importance qu'on lui donne. La seule question qui était légitime, c'était de savoir si M. Benalla continuait à avoir une activité en lien avec l'Élysée. La fameuse question des passeports diplomatiques, les gens pouvaient même se demander, mais est-ce que finalement il ne joue pas un rôle pour la diplomatie française? La réponse est non, ça c'est clair et net. Il n'a aucune activité politique, il est plutôt dans des activités d'affaires. Il est avec des entreprises. Il n'aurait pas dû bénéficier pour cela de passeports diplomatiques, évidemment, mais ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de politique. Passeport diplomatique, téléphone crypté et peut-être même, maintenant, faux papier pour obtenir un passeport diplomatique. L'Élysée, d'ailleurs, devrait déposer plainte, non ? Ah mais Monsieur Stroda, le directeur de cabinet du président de la République, a déjà saisi le procureur de Paris et il y a déjà des procédures qui sont en cours. Il a saisi sur ces faux papiers, ce soupçon de faux papiers, il a saisi le procureur de la République. Et vous savez que le procureur de la République a relancé une enquête, en plus de celle qui existait déjà pour abus de confiance, ou les actes de violence que M. Benalla avait commis. Et donc maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance. Elle l'a fait d'ailleurs avec beaucoup de rapidité. Donc il y a eu une enquête préliminaire ouverte fin décembre. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau dépôt de plainte par l'Élysée cette fois? En tout cas, sur la question de ces papiers, de l'utilisation de ces papiers, l'utilisation est une chose, la fabrication d'un passeport diplomatique avec de faux papiers en est une autre. Ah, mais si M. Benalla se rend coupable, en plus, soit de fabrication, soit d'utilisation de faux papiers, évidemment qu'il sera interrogé par la justice sur ce point. Bien, le grand débat national, parlons d'environnement, d'écologie, parce que... Un des 4 sujets de ce grand débat national. Mais je me demande si, dans ce grand débat, les citoyens s'emparent de ces questions-là. Alors vous dites, et j'ai lu vos vœux, hier, je veux être le ministre de l'écologie des citoyens. Oui. C'est bien cela? Oui. Ça veut dire quoi? Vous savez, nous faisons tous et toutes d'une façon ou d'une autre de l'écologie. Quand on est entrepreneur, quand on est une association, quand on est un élu local, national, et tout simplement quand on est un consommateur aussi. Beaucoup de Français, par leurs actes de consommation, d'ailleurs, font des choix qui ont un impact sur l'environnement. Vous voyez, le développement des produits bio dans les supermarchés, c'est clairement parce que les consommateurs le veulent. Mais le point commun, c'est que nous sommes des citoyens. Et c'est que nous avons à la fois des actions individuelles, mais au service d'un intérêt général, d'une cause collective, qui est par exemple la lutte contre le dérèglement climatique. La lutte contre le dérèglement climatique, ça nous concerne tous. Et il faut qu'évidemment ce soit en quelque sorte notre affaire à tous. Ça, c'est le discours général. Oui, mais derrière, ça a des déclinaisons dans le concret. Mais on est d'accord. Alors soyons concrets. La taxe carbone a été abandonnée cette année. Enfin, la hausse qui était prévue au 1er janvier, nous ne l'avons pas faite. Ça, c'est clair. Est-ce que le 1er janvier 2020... Chose promise, chose due. Oui, mais est-ce que le 1er janvier 2020, il y aura une hausse du prix des carburants? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Non, c'est pour ça que moi, je dis que nous le mettons en débat. Ah non. Vous savez que nous avons stoppé la trajectoire qui avait été votée par le Parlement. Elle avait été votée d'ailleurs une première fois, vous le savez, en 2015. Alors que Ségolène Royal était ministre, et elle avait été votée une deuxième fois en 2017. Oui. Donc c'était Nicolas Hulot après l'élection d'Emmanuel Macron. Oui. À partir de là, nous savons aujourd'hui, d'ailleurs, il faut dire les choses aux Français. Moi, l'occasion du grand débat, c'est de mettre les choses sur la table. Oui. Il y a eu une demande des Français de savoir, mais qu'est-ce que c'est que ces taxes écologiques? À quoi servent d'ailleurs les sommes qui sont ainsi collectées? Nous avons en France une taxe carbone qui est de 44,50 € sur la tonne de carbone. Et ça nous place en Europe au 3e rang. Nous sommes un des pays où nous avons fait le plus d'efforts en la matière. Sur le litre de carburant, soyons concrets, si nous avions appliqué la hausse qui était prévue au 1er janvier, il y a quelques jours, on aurait eu 3 centimes de hausse du prix de l'essence. 3 centimes. Il y avait sur le diesel un peu plus, puisqu'il y avait aussi la convergence entre le diesel et l'essence. Ça 7 faisait, centimes. Voilà. Donc, mais la taxe carbone elle-même, c'est 3 centimes. Oui. Moi, souvent, quand j'ai dit aux Français, quand j'ai dit aux Gilets jaunes, j'ai dit, vous savez combien c'est cette hausse? Et que je leur disais, c'est 3 centimes. Ils me regardaient un peu avec des yeux ronds. Parce qu'on leur avait tellement dit que la hausse des carburants du mois d'octobre, qui était plutôt de l'ordre de 20 à 30 centimes, c'était la taxe carbone. Ah bon, finalement, tout ça pour ça. Bon. Donc, mettons ça en débat. Dans le grand débat national. Est-ce que déjà de cette taxe cette année, oui, l'année prochaine non plus? Mais rien n'est prévu.
Mais non, parce que l'année prochaine, il n'y aura pas de hausse de taxes. On a dit aux Français, je l'ai dit moi-même ici, dans un débat avec des Gilets jaunes sur BFM TV. Mais ce que je veux dire, c'est que la question, elle se pose. Est-ce que, la taxe carbone, c'est le bon levier d'action pour lutter contre le dérèglement climatique ? Est-ce que vous pourriez abandonner la taxe carbone ? Ce qui a été fait, on ne l'abandonnera pas. Bon. Ça, il faut être clair. Et ça, Emmanuel Macron l'a dit dans sa lettre taxes sur aux les Français. carburants. Sur le futur, est-ce que c'est le bon levier ? Il y a peut-être d'autres leviers plus efficaces. Mais en disant les choses, 3 centimes. Avec ces 3 centimes, vous savez qu'on récolte plus de 2 milliards d'euros qui peuvent permettre de faire des choses. Si jamais on le refaisait, est-ce qu'on fait 3 centimes ? Est-ce qu'on fait 1 centime, 2 centimes ? Qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Est-ce qu'on peut garantir aux Français ? C'est une question que les gens nous ont posée ces derniers mois. Il faut entendre ce que les Français disent quand ils disent « Oui, mais à quoi sert cet argent ? Est-ce qu'il sert vraiment pour la transformation écologique ?» Voilà les questions qui sont sur la table. Moi, j'ai même proposé un nouveau dispositif. Je voudrais qu'on l'expérimente avec des Français volontaires en 2019. C'est que les gens soient récompensés. Oui. Là, c'est autre chose, justement. Vous voyez, c'est l'autre versant que la taxe. On est amené parfois à taxer les émissions de carbone. Moi, je trouve que ce serait bien qu'on récompense ceux qui font. Récompensé. On pourrait avoir des Français volontaires qui diraient voilà, moi, j'accepte qu'on calcule mes émissions de gaz à effet de serre sur une année. Dans mes différents actes, je roule en voiture, je me chauffe de telle façon, etc. Et puis, on dit l'année prochaine, si je baisse de temps, eh bien, je serai récompensé. Je serai même, disons-le, rémunéré, puisqu'on donne un prix au carbone. Eh bien, on pourrait dire, quand vous émettez du CO2, on peut être amené à vous taxer. Quand vous réduisez vos émissions de CO2, on peut être amené à vous rémunérer, à vous récompenser. C'est une proposition que vous pourriez faire à la fin du grand débat ? Oui, en tout cas que je veux mettre dans le débat. Je veux la mettre dans le débat et oui. Évidemment, il faut en voir les modalités concrètes, il faut l'expérimenter parce que c'est quelque chose de totalement nouveau. On n'a jamais fait ça. On a toujours été plutôt dans l'idée, au contraire, de on taxe ou on ne taxe pas. Parlons de rénovation énergétique. Un sujet très important. Oui, là aussi, vous voyez, quand je disais, c'est le concret des Français, parce que c'est à la fois la personne qui se chauffe, mais c'est aussi l'artisan qui va faire des travaux dans un logement. Voilà, l'écologie du citoyen, c'est à la fois le consommateur, l'entrepreneur et les citoyens que nous sommes tous. Je suis locataire dans une ville où il est très difficile de trouver un logement. Ouais. Je suis locataire. C'est des choses qui arrivent. Je constate que mon logement est une passoire énergétique. Je vais voir mon propriétaire. Mon propriétaire me dit, mais moi, je vous loue le logement, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je ne peux rien faire si je suis locataire. Aujourd'hui, oui. Est-ce que aujourd'hui, vous avez raison, malheureusement. Bon, alors, est-ce que l'on doit imposer aux propriétaires des travaux de rénovation énergétique ? Le ministre du Logement a dit, a mis en place, depuis le 1er janvier d'ailleurs, la possibilité pour les maires, donc c'est pas décidé au niveau national comme ça de façon uniforme, mais les maires peuvent attribuer ce qu'on appelle un permis de louer pour les logements dont on craint qu'ils soient insalubres ou qu'ils soient indignes. C'est pour lutter contre le logement insalubre ou indigne. Pourquoi pas envisager le même dispositif pour les logements qui seraient des passoires énergétiques. Vous êtes favorable ? Comme celle que vous venez de décrire. C'est-à-dire que moi, j'y serais favorable. Et ça aussi, c'est un sujet qui est en débat. Qui doit être en débat. On interdit à la location les logements qui sont des passoires énergétiques. On pourrait permettre aux maires d'évaluer dans leur commune, au plus près des réalités, de dire attendez, là quand même, à un propriétaire, vous exagérez, vous louez un logement qui est une passoire énergétique, vous ne voulez pas faire d'efforts, alors que si vous percevez un loyer, vous avez les moyens de faire un certain nombre de travaux. Puis peut-être à d'autres endroits de dire attendez, là, il y a tellement besoin de logements. Le propriétaire. Eh ben, en tout cas, il faut en discuter, parce qu'en effet, sinon, vous avez la situation que vous dites. Obliger le propriétaire, vous êtes favorable. Mais moi, je suis favorable à ce qu'on progresse en matière d'écologie. Je suis pour le progrès écologique. Le progrès écologique, c'est comme le progrès social. D'ailleurs, le progrès écologique et le progrès social, pour moi, sont indissociables. Et la question des locataires, c'est un bon exemple. Eh bien, le progrès écologique, il ne se fera pas tout seul, comme le progrès social ne s'est pas fait tout seul. Nicolas Hulot. Après, il ne faut pas, évidemment, mettre tellement d'obligations et tellement de normes que plus personne n'ait envie de louer un logement. Si vous êtes propriétaire, maintenant, on va inverser, on va dire Monsieur Bourdin est propriétaire d'un logement, il le loue à quelqu'un. Si le locataire vient tout le temps lui demander des choses, il va dire bon, moi, je loue plus le logement. Mais il faut garder l'équilibre. Et ça, le grand débat, il doit permettre de mettre sur la table toutes ces questions-là. Parce que vous avez bien vu, ces derniers mois, on a eu un peu la caricature. Il y aurait le peuple d'un côté qui penserait, tout le monde penserait la même chose, tout le monde aurait les mêmes intérêts dans le peuple. Puis de l'autre côté, il y aurait les méchantes élites politiques, médiatiques, économiques, qui elles ne feraient que des choses mauvaises. Bon, la réalité, c'est pas ça. Et le grand débat, l'intérêt du grand débat, c'est que tous les points de vue s'expriment. Les situations, elles ne sont pas les mêmes. Ce que vous avez décrit dans une grande ville comme par exemple Paris ou dans une commune de la Creuse ou du centre-Bretagne, ça ne sera pas la même situation. Non, mais je suis d'accord. Nicolas Hulot avait imaginé un bonus-malus écologique pour les logements. C'est très simple, sur la taxe foncière.
C'est-à-dire qu'on réduit la taxe foncière si le logement n'est pas, si des travaux ont été faits sur le rendement énergétique, et si les travaux n'ont pas été faits par le propriétaire, on augmente la taxe foncière. C'est toutes ces solutions. C'est une bonne idée. C'était une idée qui a été abandonnée, plus ou moins. Elle a été abandonnée, cette idée. Et vous savez bien que non, elle n'a pas été, elle a été émise en quelque sorte, mais elle n'a pas été poussée plus loin. Moi, en tout cas, ces idées-là, je veux les mettre clairement, dans le débat, et deux, les expertiser. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse dire aux Français, voilà, si on fait ça, ça va coûter tant. Ça va coûter tant au budget de l'État, au budget des communes, ou ça va coûter tant aux Français. Et puis sinon, ça va vous faire gagner tant. Parce que l'écologie, ça fait gagner du pouvoir d'achat. Quand on a un logement qui consomme moins de fuel, qui consomme moins de gaz, ou qui consomme moins d'électricité pour se chauffer, c'est un logement qui fait que vous avez moins de dépenses. Quand pourrez-vous dire que le grand débat est un succès ? Quand les Français s'en empareront, ce qui est, j'ai l'impression, déjà le cas. S'en emparent. Moi, je le vois sur RMC. Et le nombre de débats organisés sur le territoire, partout sur le territoire. Pour moi, la condition du succès, c'est quoi ? C'est le nombre de débats ? C'est qu'en tout cas, il y en ait partout sur le territoire. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement dans les petites communes ou simplement dans les grandes villes. Que ce soit de la participation. Non, alors, et puis ensuite, il y a une autre condition. C'est d'abord que tous les points de vue puissent s'exprimer. Moi, je suis très attentif à ça parce que je crains quand même, je vous le dis, et je fais un petit clin d'œil à une émission célèbre d'RMC, je crains un petit peu que ce soit polarisé par les grandes gueules. Si vous voulez, s'il y a que les grandes gueules qui disent il faut rien faire, c'est de la faute du gouvernement, c'est Macron démission, ça n'aura servi à rien. En revanche, si tous les points de vue peuvent s'exprimer, y compris les grandes gueules, mais aussi les citoyens qui n'ont peut-être pas l'habitude de venir dans des réunions, et puis surtout, le succès, c'est qu'on en aura tiré quelque chose. C'est qu'il en émergera des solutions nouvelles. Et c'est ce que vous avez commencé, vous, par exemple. J'ai rencontré avant-hier la CPME. La CPME, ils m'ont dit, nous, on va participer au grand débat, mais surtout, on fait notre propre consultation à l'intérieur de notre organisation. Et d'ici la fin du mois de janvier, toutes les propositions remontent. Et ensuite, on fera nous-mêmes un cahier de propositions. Pas simplement de doléances, mais aussi de propositions. Où sera le succès quand vous aurez répondu aux Français, aux préoccupations des Français, que vous aurez pris des décisions. Évidemment. Et qu'on succès ou pas, et qu'on aura succès ou pas à ce moment-là. Oui, mais surtout qu'auront émergé des nouvelles solutions, de nouvelles propositions. Enfin, en matière d'écologie, c'est ça qui m'intéresse. Si c'est pour reprendre notre programme là où on l'avait arrêté au mois d'octobre, ça ne servira à rien. J'espère que vous aurez les moyens, à la fois, et la volonté de répondre. Les moyens et la volonté de répondre aux Français. Le président de la République l'a dit, une fois que le grand débat sera terminé, c'est-à-dire le 15 mars, on n'a pas dit on fait un débat pendant 2 ans. Et bien, à l'issue de cela, nous ferons un certain nombre de choix, parce que on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Des mesures seront prises. Avec des mesures. Et y compris, le président l'a aussi dit. Des textes de loi, voilà, un référendum. Voilà, des réformes des institutions, parce que les Français ont demandé plus de démocratie. Vous avez été président pas simplement. Nationale. Exactement, et j'avais fait des propositions d'ailleurs, notamment sur le référendum. Vous savez que je suis un des députés qui depuis des années défendait l'usage du référendum. Oui, tout à fait. Et je défends y compris le fait que des citoyens puissent... sur quoi bien, vous voyez que on pourrait avoir un référendum. Par exemple, moi j'ai prôné à une époque, et je suis toujours pour, le vote obligatoire. Bon, on pourrait faire un référendum, puisque c'est un sujet souvent qui est controversé. Ou le vote blanc, vous savez que ça va ensemble. Voilà, des sujets comme ça. On a dit à un moment donné, il faut mettre de la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Oui, mais alors quelle dose ? Eh bien, consultons les Français, vous savez, on a envisagé de faire un référendum avec plusieurs questions, plutôt que d'en avoir qu'une seule, oui, non, plusieurs avec tout dedans. Et puis que les Français puissent cocher en disant, cette proposition, oui. En même temps que l'élection européenne ? Avant, après, en même temps, il faut pas forcément non plus mélanger l'élection européenne, qui est un enjeu important, avec d'autres sujets. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra d'une façon ou d'une autre que les Français puissent continuer à s'exprimer et que des décisions soient prises par le Parlement, sur proposition du président et du gouvernement, et pourquoi pas aussi par le peuple français, par référendum. François de Rugy, parmi les propositions qui reviennent sans cesse chez nous, c'est le pouvoir d'achat, évidemment, la justice fiscale. Alors, est-ce qu'il faut une tranche d'imposition supplémentaire afin de taxer les revenus des plus riches ? Certains députés de La République En Marche le demandent. La question de la justice sociale et de la justice fiscale, elle est remontée très fort. Oui, dans les derniers mois. Très fort. On sait pas forcément. Indexation des retraites sur le coût de la vie. Ça vous paraît juste ou pas d'indexer les retraites sur le coût de la vie ? Mais évidemment que tout ce qui permet aux Français de vivre mieux, mais il faut aussi le faire dans des conditions qui soient ça vous paraît juste financièrement. Ou pas ? Ça vous paraît juste ? Ça vous paraît une demande recevable ou pas ? Mais c'est une demande évidemment recevable, Monsieur Bourdin. La question, elle n'est pas là. C'est est-ce qu'elle est, elle est là, et puis ensuite, elle est aussi, est-ce qu'elle est finançable ? Parce qu'il faut être concret. C'est-à-dire que la France, grande puissance, n'a pas les moyens
si j'ai bien compris, François de Rugy, la France, grande puissance, n'a pas les moyens d'offrir, c'est même pas offrir, de faire en sorte que les retraités voient leur pension augmenter du même montant que le coût de la vie. Mais Monsieur Bourdin, la France, grande puissance économique, en effet, c'est aussi la France championne du monde du niveau d'impôts, de taxes, de cotisations sociales. C'est la France championne du monde du niveau de dépenses. Déjà, aujourd'hui, tout mis bout à bout, hein, dépenses pour les services publics, dépenses pour les collectivités locales, dépenses pour la protection sociale. Et donc tout ça, ça doit aussi être en débat. Si on veut augmenter, par exemple, les pensions de retraite, on veut les augmenter plus que ce qui était prévu. Admettons qu'on dise c'est ça le choix prioritaire. Bah, ça veut dire on veut les indexer sur le coût de la vie. Oui, mais vous savez qu'aujourd'hui c'est pas ce qui est prévu. Il faut dire les choses. C'est pour ça que c'est une revendication. Donc, oui, et elle est forte. Si on dit ça, il faut dire à ce moment-là dans quel domaine on fait des économies ou dans quel domaine on augmente les taxes et les cotisations. Et moi je vous le dis franchement, ça c'est mon point de vue à moi et je défendrai ça dans le débat. Je ne suis pas pour que globalement on augmente les impôts et taxes. Par exemple, quand moi je parle de la taxe carbone, c'est dans l'idée qu'il y ait d'autres impôts et taxes qui baissent. On est d'accord. Et donc pour répondre aussi à votre première question, est-ce que vous êtes favorable à cette indexation? Je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse des promesses à tout va. Vous savez, je suis fils de retraité, hein, donc les premiers qui seraient contents, c'est mes parents. Donc vous n'êtes pas favorable à l'indexation des retraites? Il faudrait aussi faire l'indexation des salaires. Et ça existait à une époque. L'indexation de tous les salaires sur l'inflation. Des salaires des fonctionnaires, des salaires du privé, du SMIC, des autres salaires. Vous voyez bien que si on fait ça, on sait bien qu'il va y avoir une augmentation généralisée des dépenses. Il y a un effort, vous le savez très bien, et c'est la volonté du président de la République fait sur les salaires. Les retraités demandent ça. Oui, mais vous avez vu qu'on n'a pas fait peser ça à cette indexation, mais je l'ai entendu. Non, moi je ne suis pas favorable au fait de faire des promesses non financées. Voilà, je vous le dis, parce que ça j'en entends beaucoup moi. Des élus qui font des candidats aux élections qui font plein de promesses, et les 80 km/h, les 80 km/h, est-ce qu'il faut ça c'est une mesure qui ne coûte rien. Oui, ça ne coûte rien. Est-ce qu'il faut moduler? Et c'est bon pour la sécurité routière. Est-ce qu'il faut moduler en fonction des tronçons? Ça, on peut toujours regarder, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas reculer sur la sécurité routière. Là, moi, je vous le dis, je sais que je serais peut-être pas très populaire en disant ça, puis je vais vous dire même, moi aussi, je préfère quand je suis sur une route droite dire même 90, puis peut-être pourquoi pas 100, parce qu'après tout, on peut rouler. Et oui, sauf que, et à une époque, vous en souvenez, vous peut-être, et plein de gens qui nous regardent, les retraités. Moi, quand j'étais petit, on disait, oh là là, on nous a imposé de mettre la ceinture, c'est une contrainte, on est serré. Et puis même, il y avait déjà à l'époque des délires il paraît que si on a un accident, on sera plus vite désincarcéré par les pompiers si on n'a pas de ceinture de sécurité. Oui, ça existait peut-être à un cas sur 10 000, mais sur les 9 999 autres cas, on a sauvé des vies grâce à des mesures qui, en effet, étaient contraignantes. Le contrôle technique automobile, vous savez, c'est mon ministère qui gère ça. Je sais. Vous savez que sur ces questions-là, moi je rigole pas sur le contrôle technique automobile parce que j'ai pas envie qu'il y ait des voitures poubelles qui roulent sur nos routes et qui créent des accidents ou qui intoxiquent les autres gens. Donc en effet, il faut trouver toujours le bon équilibre entre un certain nombre de règles. On est dans un pays où il faut bien un certain nombre de règles de vie en commun et puis évidemment de la liberté, de la souplesse. La taxe sur les poids lourds étrangers, c'est oublié ça ou pas? Moi je souhaite aussi qu'on dise les choses dans le débat. À une époque, les transporteurs routiers français ont dit on ne veut pas d'une vignette qui pourtant pesait plus sur les camions étrangers que sur ces camions qui traversent la France sans faire le plein en France, donc ils ne payent pas de taxe sur les carburants. Vous savez, le camion espagnol qui traverse la France, il a un réservoir assez grand pour aller jusqu'au Luxembourg, faire le plein au Luxembourg où le carburant est moins cher qu'en France. Par ailleurs, à l'échelle européenne, il y a des élections européennes au mois de mai. Voilà des beaux sujets de débat. La taxation des carburants des camions à l'échelle européenne. La taxation du carburant des avions. Vous m'avez pas posé la question, mais les Français ont posé la question. Eh bien, moi, je la mets clairement sur la table pour les élections européennes. Il faut arrêter d'aider le transport aérien. En tout cas, que le carburant des avions soit totalement détaxé à l'échelle européenne ou même à l'échelle mondiale. Ce n'est pas normal. Mais on peut le faire à l'échelle française, pardon. On peut le faire sur les vols domestiques. L'écologie dans un seul pays, il faut quand même faire attention parce que c'est le syndrome des camions à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez les avions qui vont faire le plein dans un pays voisin et qui viendront faire des vols en France. Merci François.